RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Hexagone, actualité. D'abord un rappel pour celles et ceux qui auraient manqué les épisodes précédents, parce que nous en sommes quand même à la 17e édition de ce rendez-vous annuel, qui est devenu une véritable institution à Paris. Ce n'est pas la première fois, Monsieur le Premier ministre, que vous honorez ce lieu de votre présence. Votre première visite, c'était, je m'en souviens très bien, le 10 mai 2014. Vous veniez d'être nommé à la tête du gouvernement de la République et vous aviez absolument tenu à être ici, à la même heure, à 18h, avec autour de vous pas moins de 4 de vos ministres. Ministre en charge de l'éducation, ministre en charge de la justice, ministre en charge des Outre-mer et ministre en charge des affaires européennes. Des esprits chagrins avaient ensuite tenté de monter une polémique au motif que tout le monde n'aurait pas repris en chœur le refrain de la Marseillaise avec le ténor qui l'interprétait. Alors attention, tout à l'heure, quand il y aura la Marseillaise, il faut chanter la Marseillaise, c'est très important ici. Mais je pense que c'était sûrement l'importance de cette délégation gouvernementale qui agaçait. La seconde fois, c'était le 10 mai 2015, voici tout juste 10 ans. Vous étiez revenu. Au même moment, et à quelques 7000 km de là, le président de la République en Guadeloupe prononçait un discours pour l'inauguration du Memorial Act et, protocole oblige, son Premier ministre se devait de rester silencieux puisque le président de la République parlait en même temps. Donc un ami comédien avait lu un texte d'Alexandre Dumas évoquant l'esclavage. Ce texte était tiré d'un roman qui s'appelle Ingénu, qui est assez peu connu. Mais c'était un texte si réaliste et si révélateur du cynisme du système de la traite et de l'esclavage raciste d'État, un système que la France, mais elle n'est pas le seul pays, la France, entre autres pays occidentaux, a légalisé du XVIIe au XIXe siècle, qu'un membre de votre cabinet, je me souviens, avec lequel nous préparions la cérémonie et auquel j'avais proposé ce texte, en avait été, je m'en souviens, littéralement effrayé. Ce texte disait que le profit des esclavagistes se faisait en économisant sur la nourriture des esclaves. Et de fait, il montrait, ce texte, qu'au-delà de son caractère moralement et juridiquement inacceptable, l'esclavage avait aussi un caractère exterminatoire. Pas exterminatoire dans le projet même, comme ce fut le cas pour le génocide délibérément perpétré contre les Juifs, mais d'une certaine manière exterminatoire
dans les conséquences de sa logique. Je vous lis la fin qui est assez glaçante de ce texte écrit par Alexandre Dumas. Et c'est un colon qui parle, ce n'est pas moi. Il est vrai qu'en suivant le plan de cette administration économique, mes nègres ne durent tout au plus que 8 ou 9 ans. Mais qu'importe, puisqu'au bout de 4 ans, chaque nègre m'a rendu les 40 livres qu'il m'a coûté. Donc, ne vécut-il plus que 4 ou 5 ans, c'est son affaire, puisque le surplus des 4 années est un pur bénéfice. L'esclave meurt. Bon voyage. Avec le seul profit que j'ai fait sur sa nourriture, pendant 7 ou 8 ans, j'ai de quoi racheter un autre nègre, jeune, robuste, au lieu d'un être épuisé qui n'est plus bon à rien. Et vous comprenez, sur 300 esclaves, cette économie est immense. Aucun texte relatif à l'esclavage, à ma connaissance, n'a jamais rivalisé en violence avec celui que je viens d'évoquer. Et ces mots sont d'Alexandre Dumas. Ainsi, toutes celles et ceux qui ne comprendraient pas qu'on commémore la journée de l'esclavage devant un monument lié au père d'Alexandre Dumas, l'officier de la République, né esclave, et que ce monument évoque l'esclavage avec ses fers qui sont presque ouverts, mais pas complètement non plus, je les renvoie à ces lignes publiées en 1855 qui montrent suffisamment qu'Alexandre Dumas, le fils du général, l'écrivain, savait parfaitement de quoi il parlait et savait aussi d'où il venait. Je suis donc resté un peu frustré, Monsieur le Premier ministre, de ne pas vous avoir entendu vous exprimer ici en 2015, et j'ai toujours espéré qu'il y aurait une revanche. Je me souviens d'ailleurs de vous avoir revu en 2020 et d'avoir à cette occasion évoqué avec nostalgie ces années du CRIF. Vous m'avez dit « je reviendrai ». Et vous revoilà. Vous êtes revenu, n'hésitant pas, vous qui avez gouverné la France, à accepter un portefeuille que d'aucuns, oh oui, bon, ceux qui ne comprennent pas l'importance des Outre-mer pour la nation, pourraient juger mineur, mais qui, grâce à vous, a été exaucé au niveau d'un ministère d'État, en 3e position de la hiérarchie gouvernementale. Sans parler de la difficulté de la mission, puisque nos Outre-mer, avant votre arrivée, étaient dans une situation qu'on peut qualifier, enfin c'est mon avis personnel, de préoccupante. Je tiens à vous exprimer toute ma reconnaissance d'être là aujourd'hui, après plus de 10 jours de négociations harassantes sur le dossier si délicat de la Nouvelle-Calédonie, suivi d'un voyage éprouvant, je crois de près de 27 heures, en avion. Il semblerait que d'autres que vous auraient profité du week-end pour se reposer. Et voici seulement 13 jours. Vous avez bien voulu être présent pour l'inauguration d'une plaque dans le 6e arrondissement en mémoire du chevalier de Saint-Georges à l'occasion du 280e anniversaire de sa naissance. Et là encore, vous reveniez d'un long périple dans l'océan Indien avec le président de la République. Cette alternance entre les cérémonies mémorielles et l'activité intense que vous menez sur les territoires, cette dialectique entre l'avenir, le présent et le passé, en dit long sur votre engagement et sur la place que vous accordez à la mémoire et à l'histoire. Vous m'avez d'ailleurs proposé récemment de travailler de manière approfondie à celle du ministère, sans faire l'impasse sur le fait que ce fut aussi rue Oudinot, le ministère des colonies, après avoir été place de la Concorde, le ministère de la Marine, où l'on a certes aboli l'esclavage en 1848, mais après l'avoir codifié à Versailles en 1685, par Alexandre Dumas, le fruit de cette rencontre. Je sais que la France, mutatis mutandis, n'est pas aussi riche qu'au temps de l'esclavage. Et je sais qu'elle est bien endettée. Mais une statue de bronze en 3 exemplaires, c'en est quand même pas le bout du monde, Monsieur le Premier ministre. D'autant que symboliquement, il me semble important que ce geste de réparation et d'hommage, mais aussi de lutte contre le racisme et toutes les formes d'injustice, soit accompli non pas en tendant n'importe comment et en catimini la sébile pour mendier ce que je ne sais pas faire, et par une prise en charge officielle et un suivi approprié. Aujourd'hui, tout le monde sait qui est le général Dumas. J'ai publié un second livre, une biographie, et puis il y a des projets de films, et pas seulement en France. Et puis nous sommes là ce soir. Bref, en l'espace de 23 ans, moi j'ai fait mon travail, mais le compte n'y est pas.
C'est pourquoi je prends la liberté de vous demander, Monsieur le Premier ministre, en votre qualité de ministre d'État, ministre des Outre-mer, de voir, s'il est possible, de prendre le relais pour donner au nom et aux frais de la République une suite concrète et rapide au projet de réinstallation à Paris et de l'installation en copie à Port-au-Prince de la statue du général Alexandre Dumas, né esclave dans une colonie française, aujourd'hui République d'Haïti. Le général Alexandre Dumas, père du célèbre écrivain, le général Alexandre Dumas, héros de Brixen et du Petit Saint-Bernard, qui, selon le mot d'Anatole France, a risqué 60 fois sa vie pour la France, qui n'a pas reçu, comme n'importe quel officier ayant fait son devoir, la croix de la Légion d'honneur, qui est mort pauvre, très pauvre, mais dont la vie fut un chef-d'œuvre auprès duquel rien n'est à comparer. Vive cette cérémonie de la place du général Quatroux, vive la mémoire du général Dumas, vive nos Outre-mer, vive la République et vive la France! Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, cher Claude Ribes, que dire de plus? Sinon rajouter ces mots: les blessures de l'esclavage ne sont pas cicatrisées, elles sointent encore, elles sont là dans les silences, dans les regards, dans les mots qui n'ont pas été dits, dans les corps qui portent encore les stigmates. Ces mots sont ceux de Christiane Taubira. Je crois que cette phrase, 10 ans plus tard, résonne toujours avec beaucoup de force, tant elle dit la vérité d'une blessure encore vive et d'une douleur toujours présente que nous devons rappeler en ce 10 mai, mais que nous ne devons jamais oublier. Être parmi vous, donc si on reste avec Alexandre Dumas, le comte de Monte Cristo, revenant quelques années après, c'est pour moi une manière de participer à cette initiative qui vise à panser cette plaie et à commémorer cette journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Et merci à tous d'être là, et merci, cher Claude Ribes, de l'avoir organisé malgré toutes les difficultés que vous rencontrez tous les ans. Cette journée n'est pas simplement un moment de commémoration, c'est un acte de vérité. Un acte de fidélité à notre histoire et de responsabilité envers notre avenir, et peut-être avec un regard vers la jeunesse. Commémorer, nous faisons beaucoup en France, c'est honorer le devoir de mémoire, c'est continuer de donner une voix, une mémoire douloureuse, mais à laquelle nous devons faire face avec lucidité et avec honnêteté. Commémorer, au fond, c'est refuser le confort de l'ignorance, et c'est faire mémoire, tout simplement pour faire justice, pour redonner aussi de la dignité. C'est aussi refuser ce silence assourdissant, entretenu des décennies durant, comme un voile posé sur une réalité insoutenable, celle qui est derrière nous, faite de violence, de déshumanisation, vous l'avez rappelé, de marchandisation des vies humaines. Ce crime, ces crimes, l'esclavage contre l'humanité. Une réalité qui pourtant est bien là, comme une marque indélébile. Et entretenir la mémoire, c'est aussi, à travers ces visages, connus ou anonymes, honorer les résistances, les combats et aussi les victoires. Rendre hommage à celles et ceux, hommes, femmes, nous avons beaucoup parlé des femmes ce matin dans les jardins de Luxembourg, qui au cœur même du système esclavagiste, pensé, organisé, codifié, ont trouvé en eux la force de se dresser, de lutter, de conquérir, comme Haïti, leur liberté. Alors faire la lumière sur ce passé, c'est donc éclairer notre avenir. C'est transmettre un récit fidèle, sans complaisance, sur ce que fut l'esclavage, sur ses implications, sur ses conséquences qui perdurent encore aujourd'hui. Alors, transmettons sans relâche, et c'est aussi, parmi d'autres, ma mission, ma qualité de ministre des Outre-mer. Transmettons pour bâtir la société de demain, une société enfin réconciliée avec toutes ses mémoires
et transmettre pour que le mot égalité ait un sens universel. Et cela commence toujours par des dates. Et ces dates sont au fond des lanternes sur le chemin qu'il nous faut bâtir. Il y a ce 10 mai donc. Il y a le 23 mai, la journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage colonial. Cette date fait écho au 23 mai 1848, lorsque l'abolition de l'esclavage, décidée par le fameux décret Schoeller le 27 octobre 1848, est devenue une réalité en Martinique. Elle fait également écho à cette marche du 23 mai 1998, avec en tête Emmanuel Gordien et d'autres, qui a contribué à l'éveil des consciences. Il y a aussi le 27 avril à Mayotte, le 22 mai en Martinique, le 27 mai en Guadeloupe, le 10 juin en Guyane, le 20 décembre à La Réunion. Dans nos outre-mer, ces mémoires ont d'abord été portées par les peuples. Grâce à leur engagement, à leur détermination, la République a reconnu progressivement cette mémoire, ces mémoires. Ce sont nos concitoyens ultramarins, dans l'Hexagone, hier en métropole, mais dans ces territoires, qui les premiers ont brisé, grâce à des hommes comme vous, ont brisé le mur de silence, affrontant ce que Aimé Césaire appelait les bouches cousues. Par leur mobilisation, leur lucidité, leur exigence de justice, ils ont poussé la France, la République, à sortir de l'amnésie. Et ces dates constituent un archipel de mémoire et d'histoire communes, qui aujourd'hui progressivement sont davantage connues. Et une histoire en 1000 visages, reflétant l'universalisme et le pluralisme de ces souffrances et de ces combats. En honorant ces dates, nous faisons œuvre donc de vérité que j'espère être la plus complète, même si je suis conscient qu'il y a encore beaucoup de travail à accomplir. En les portant dans l'espace public ici même, à l'occasion d'un rassemblement ouvert, nous faisons vivre donc la mémoire. Ce calendrier commémoratif, parfois critiqué, mais utile, indispensable, nécessaire, tant aujourd'hui l'actualité, les polémiques absurdes, la violence des débats publics, la bêtise efface ce qu'est notre histoire. Ce calendrier permet donc de faire vivre toutes ces mémoires nourries par les initiatives associatives, les travaux scientifiques, des historiens, les engagements citoyens. Et je veux donc saluer votre action déterminée, cher Claude Ribes, en faveur de la mémoire et de la reconnaissance historique. Votre travail est salutaire pour faire connaître ces récits trop souvent oubliés, alors même qu'ils doivent prendre toute leur place dans notre récit national. Je me rappelle le monument que nous avons inauguré pour le Chevalier Saint-Georges ou le Général Dumas à Évry, quand j'en étais maire, parce que dans une ville très jeune, aux multiples origines, toujours important de qualifier ces événements et de rendre hommage à de grands personnages. Chacun, d'une certaine manière, peut s'y reconnaître et éprouver donc de la fierté et de la dignité. Ces souffrances subies, ces horreurs commises sont ineffaçables. Mais nous devons mener bataille pour retisser, reconstruire, dépasser. La France a un devoir de mémoire envers tous ces territoires d'outre-mer et envers ses concitoyens ultramarins. La République doit assumer ses vérités et soigner ses blessures. Le devoir de mémoire est un impératif moral, politique et historique, une condition essentielle pour que les souffrances du passé, dont les traces existent toujours dans nos sociétés, ne soient ni oubliées ni banalisées. Et la mémoire nous arme, devrait nous armer, car il y a parfois de quoi être pessimiste contre le racisme, l'antisémitisme et la haine des Juifs, la haine de l'autre tout simplement, contre les préjugés et les discriminations. Et je salue d'autant plus votre combat, cher Claude Ribes, que vous n'avez jamais opposé ces différents combats. Au contraire, vous avez toujours rassemblé comme une exigence pour la République. Contre toutes ces intolérances qui aujourd'hui plus que jamais empoisonnent nos sociétés, je le dis devant Jonathan Arfi, le président du CRIF que vous avez salué. La mémoire donc n'est pas un repli sur le passé, contrairement à ce que l'on croit, mais une force pour le présent et pour l'avenir. Mais le devoir de mémoire appelle des engagements concrets. Il exige des politiques ambitieuses. Il nous faut donc poursuivre votre travail, notre travail. J'étais il y a quelques semaines, vous l'avez dit, ici il y a des jeunes, ils pensaient que le ministre des Outre-mer soit
et dans des cérémonies commémoratives sont dans des avions. Non, non, ils travaillent. Il y a quelques semaines à Madagascar, aux côtés du président de la République, je l'écoutais et il disait avec force, nous devons créer les conditions du pardon. Il ne s'agit pas de repentance, nous connaissons ce débat, il s'agit d'assumer ce qu'a été la réalité, méconnue. Qui connaît aujourd'hui ce qui s'est passé en 1947 à Madagascar, peu de temps après au Cameroun, 2 ans ou 3 ans après les massacres de Sétif du 8 mai 1945. Et à cette occasion, la France a annoncé la restitution de 3 crânes, dont l'un serait celui du roi Taurira, exécuté dans la nuit du 29 et du 30 août 1897, lors du massacre d'Ambiki, comme Georges Paul-Langevin l'avait fait en 2014, alors ministre des Outre-mer, pour la restitution du crâne du chef kanak Ataï à ses descendants en Nouvelle-Calédonie. Ce geste politique, humain, très fort, constitue donc une étape importante sur le chemin de la vérité et de la reconnaissance. Et il s'inscrit dans une politique mémorielle plus globale, à laquelle la France doit prendre toute sa part. Il s'agit par ailleurs de la première application de la loi de 2023 relative à la restitution des restes humains issus des collections publiques françaises. Ce travail doit être fait évidemment avec des historiens, des experts. C'est un travail difficile. Il est mis en place dans des conditions que vous pouvez imaginer qui ne sont pas simples, avec l'Algérie, mais aussi il vient d'être annoncé pour Haïti. Il a été fait pour le Cameroun. Il doit être fait. C'est important. Et il faut le faire évidemment dans les espaces que vous venez d'évoquer. Donc oui, il faut être attentif, et j'espère que le président de la République va l'être, à votre demande, à votre attente concernant le général Dumas et la nécessité de reconstruire ces statues, de leur donner vie d'une certaine manière, et j'espère qu'on pourra bientôt satisfaire à votre attente. Il est temps qu'on puisse évidemment le faire. Parce qu'il est de notre devoir de faire vivre une histoire, des récits donc souvent douloureux, des personnalités qui les incarnent au fond à travers le Chevalier de Saint-Georges ou le général Dumas. On peut, grâce à ces personnages, à leur héroïsme, à leur qualité, faire parler, parfois beaucoup mieux que de longs livres d'histoire. Et ainsi, nous les inscrivons dans une mémoire collective. Cela passe par l'éducation à l'école, dont le concours scolaire national La Flamme de l'égalité en est un bel exemple. Le thème de cette année, résister à l'esclavage, survivre, s'opposer, se révolter, a permis à nos élèves de mener une réflexion citoyenne en s'appuyant sur l'histoire de la traite, de l'esclavage, de leur abolition. Ce concours est un outil, un levier essentiel pour la construction de nos mémoires collectives, dont je remettrai avec fierté les prix aux lauréats le 23 mai prochain, date nationale donc, rendant hommage aux victimes de l'esclavage, aux côtés d'Elisabeth Borne au ministère des Outre-mer. Je pense à la littérature, à travers les écrits d'Aimé Césaire ou encore d'Édouard Glissant, pour ne citer que. Au cinéma, avec la réalisation de nombreux films biographiques qui seront en salle, qui le sont déjà pour certaines cette année. J'aurai d'ailleurs le plaisir d'échanger avec Jean-Claude Barny, réalisateur du film Fanon, actuellement au cinéma, et film engagé sur Frantz Fanon, donc il faut relire les écrits, qui restent profondément d'actualité et qui a su en plus trouver son public. Je rencontrais il y a quelques semaines à La Réunion Abdelmalik, qui vient de tourner un film là-bas, sur place, sur l'affaire de l'esclave Furcy. À la peinture, aux œuvres de Guillaume Lethière, né en Guadeloupe, à qui une très belle exposition a été consacrée au musée du Louvre. Nous étions ensemble pour l'admirer. Plus contemporain, avec les œuvres puissantes de Louis Laouchez, né en Martinique, mais aussi celles de Julien Creuset, artiste plasticien. Comment ne pas parler de musique, donc celle du Chevalier de Saint-Georges, un fils de l'esclavage, qui a une plaque en son honneur dans le 6e arrondissement de Paris. Merci, monsieur le maire, et grâce à vous, Claude, et dont nous entendrons, je crois, quelques notes aujourd'hui. Mais aussi en passant par Cassave, ça c'est pour ma génération, et les artistes représentant les jeunes générations aux influences urbaines
plus marqués comme Kalash ou Mérine. Toutes ces formes d'expression qui permettent de faire rayonner la richesse, la diversité de ces cultures et ces mémoires au cœur de notre société. Je suis frappé par le fait que dans la jeunesse, notamment, il y a une attente forte que cette mémoire soit restituée. Il est essentiel que nous soutenions les lieux vivants de mémoire, comme le Mémorial Acte en Guadeloupe, le musée Villèle à La Réunion, ou encore le centre Georges Pompidou et sa riche exposition Paris Noir, qui rendent visible et audible l'histoire de ceux qui ont été oubliés, balayés par ces décennies de silence et qui ont pourtant marqué notre pays, et je suis attaché. Puis nous attendons aussi des annonces importantes du côté du président de la République comme de la ville de Paris concernant un certain mémorial. Il y a votre travail, vous l'avez rappelé à travers vos biographies sur Dumas ou sur le Chevalier de Saint-Georges. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.